Série bonus, comment manipuler la science? Introduction. Aujourd'hui, on va enfin parler du sujet que tu attends depuis si longtemps. Comment manipuler la science? Dans toute la partie 3 de notre cours sur comment s'informer, j'ai développé pourquoi le mécanisme qui régit la recherche universitaire est fiable. J'ai en effet expliqué comment les éditeurs peer-reviewed apportent les rouages manquants au mécanisme qui régit les universités. Et j'ai expliqué pourquoi le mécanisme hybride qui en résulte est fiable. Cependant, je n'ai eu de cesse de te rappeler une chose. Ce mécanisme est imparfait, et il voit ses failles constamment exploitées, bien qu'il soit en continuelle amélioration. Dans cette série qui est un bonus de notre cours, tu verras des exemples de comment les failles du mécanisme que je t'ai décrit sont exploitées, et ce qui est fait contre cela. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais définir ce que tu appelles une manipulation de la science, vu que c'est quand même dans le titre de cette série bonus? Ce que je désigne comme manipulation de la science, c'est toute exploitation des failles du mécanisme pour réussir à publier auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés des études intentionnellement biaisées. La lutte contre la manipulation de la science, c'est un domaine d'études scientifiques en lui-même. C'est en effet là l'un des rôles de la métascience. La métascience étudie donc les astuces de manipulation de la science pour quantifier leur impact et évaluer comment les contrer. Comme tu le verras, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Les manipulateurs trouvent de nouvelles combines qui finissent par être détectées par la métascience, qui émet alors de nouvelles recommandations pour les contrer. Les éditeurs peer-reviewed, les universités et les autorités de régulation adoptent et appliquent ces nouvelles recommandations, mais les manipulateurs finissent par trouver de nouvelles combines et le cycle reprend. Je retiens tout de même qu'il est possible de manipuler la science. Oui, même si la marge de manœuvre est bien plus étroite que tu ne le crois. Non, le plus facile, c'est de manipuler le public. Il est en effet bien plus facile de manipuler directement le public avec de la pseudo-vulgarisation ou encore de duper des journalistes à la rigueur insuffisante auxquels tu distribues de la pseudoscience. Qu'est-ce que tu appelles donc de la pseudoscience? J'appelle pseudoscience des études qui affirment rapporter des faits, mais qui ne sont pas le fruit du mécanisme décrit en partie 3 de notre cours. Ceci inclut donc toute étude prétendant rapporter des faits, mais qui n'est pas publiée auprès d'un éditeur peer-reviewed réputé. Tu es dur, tu ne serais pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain? Rappelle-toi des premiers et cinquièmes principes de notre cours. Tu dois partir du principe que tout est manipulation, mensonge ou mésinformation. Pour pouvoir te fier à des preuves que tu n'as pas établies par toi-même, tu as besoin de connaître le mécanisme qui a régi le travail d'établissement de ces preuves. En l'absence d'un mécanisme identifiable et fiable, tu dois supposer le pire. Donc, pour revenir à ce que tu appelles de la pseudoscience, vu qu'il s'agit d'études qui court-circuitent le mécanisme régissant le monde de la recherche, je dois supposer le pire. Et pour cette raison, je dois les considérer comme de la pseudoscience. Exactement. Tu peux me donner des exemples de pseudosciences divulguées dans le but de tromper des journalistes sincères, mais à la rigueur insuffisantes? Oui. Par exemple, pour semer le doute sur la dangerosité du tabagisme passif, l'industrie du tabac a produit de fausses études scientifiques, fabriquées de toutes pièces par ses employés. Parce que ces études étaient le produit des employés de l'industrie du tabac plutôt que de chercheurs universitaires, et parce qu'elles manquaient gravement de rigueur, beaucoup de ces études n'ont pas pu être publiées auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés. Mais l'industrie du tabac a par exemple créé de faux journaux scientifiques pour les y publier. De même, elle a distribué ses faux résultats dans des conférences scientifiques qu'elle organisait, et dont elle était l'éditrice du rapport de la conférence. Elle distribuait ensuite ses rapports aux naïfs, qui ne contrôlent pas si la maison d'édition est un éditeur peer-reviewed réputé, avant d'accorder du crédit à un livre aux apparences scientifiques. Bref, l'industrie du tabac a réussi à induire en erreur beaucoup de journalistes à la rigueur insuffisante, en leur mettant entre les mains des pseudo-études pas publiées auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés. Ok, je comprends bien alors en quoi la revue par des pairs est un obstacle à la publication de pseudosciences. Mais certains manipulateurs s'efforcent malgré tout de faire publier leurs études biaisées auprès d'éditeurs peer-reviewed. Pourquoi un tel effort si, comme tu le prétends, c'est bien plus difficile d'y parvenir? Parce que la pseudoscience et pseudo-vulgarisation ne marchent pas sur un public qui comprend le mécanisme régissant le monde de la recherche. Ça n'est ni censé fonctionner sur des journalistes, ni sur des décideurs tels que des médecins ou fonctionnaires d'autorités de régulation. Et surtout, ça ne marche plus sur toi, vu que tu as déjà écouté mon chapitre sur comment détecter un vulgarisateur qui se respecte.
Pour réussir à tromper un tel public, les manipulateurs doivent donc s'efforcer d'influer sur la production scientifique qui est publiée auprès des éditeurs peer-reviewed respectables, bien qu'un tel objectif soit plus dur à atteindre. Dans cette série de bonus, tu vas voir quelques combines qu'ils ont utilisées pour cela. Mais du coup, à la suite de cette mini-série, je saurais par moi-même détecter de la science qui a été manipulée pour ne plus me faire avoir? Non. Seul un chercheur est capable de détecter de la science manipulée, et cela uniquement dans son propre domaine de spécialité et après une analyse profonde. Et souvent, même un tel chercheur n'est pas en mesure de la détecter. Car sinon, la science manipulée n'aurait pas pu passer la revue par des pairs et ne serait donc pas publiée dans un journal peer-reviewed respectable. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire, moi, contre cela? Rien. Si même les chercheurs sélectionnés pour la revue par des pairs d'une étude ont échoué à détecter que cette étude était en fait manipulée, tu te doutes bien que cela dépasse tes compétences aussi. Ici, mon but n'est pas de t'apprendre à ne plus te faire avoir. Mon but est de te donner des exemples de limites du mécanisme que je t'ai jusqu'ici présenté. Et mon objectif est aussi d'illustrer comment ce mécanisme est en continuelle amélioration tout en demeurant constamment imparfait. Chapitre 1. Influence de l'argent sur le résultat d'études cliniques. L'industrie biomédicale finance totalement ou partiellement environ la moitié des essais cliniques dans le monde. Par essais cliniques, je veux dire des expériences médicales menées sur des volontaires. Avant même de parler des moyens qu'a l'industrie pour peser sur la science qu'elle finance, regardons les proportions de son influence. Est-ce que, à vue d'oiseau, cette influence est détectable? La réponse est oui. Les résultats que je vais te présenter portent sur la médecine, mais de mon point de vue, ils n'ont rien de spécifique à la médecine et peuvent légitimement être généralisés aux autres sciences. Ma réponse est basée sur une revue systématique de métasciences publiée en 2017 dans le journal scientifique Cochrane Library. Je vais beaucoup te parler de cette étude, donc j'ai besoin de lui donner un nom. Pour faire simple, nous allons l'appeler la revue systématique du professeur Lund. En effet, Andreas Lund, de l'hôpital universitaire d'Odense, au Danemark, est son premier auteur. Maintenant que je lui ai donné un petit nom, laisse-moi te parler de cette étude. Ces auteurs ont cherché toutes les revues de la littérature ayant fait la comparaison quantitative entre des études cliniques lorsqu'elles sont financées par leurs fabricants d'une part, ou lorsqu'elles sont financées autrement d'autre part. Les études sélectionnées par Lund et ses co-auteurs pour leur revue systématique sont donc elles-mêmes des revues de la littérature. Et ces dernières faisaient la revue d'études cliniques, qui dans la plupart des cas étaient des essais cliniques. Au final, cette revue systématique a permis de sélectionner 75 études de revue, toutes publiées entre 1986 et 2015, et qui collectivement ont analysé plusieurs milliers d'études cliniques. Lund et ses co-auteurs font alors différentes méta-analyses de ces 75 revues. Ce que l'une de leurs méta-analyses met en lumière, c'est qu'une étude clinique a plus de chances de trouver des résultats disant que le produit testé est efficace si l'étude est financée par le fabricant du produit. Ah, merci, Capitaine Obvious. Je n'avais pas besoin de toi pour m'en douter. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la quantification qui est faite par cette méta-analyse. D'après toi, de combien tu penses que les chances de trouver des résultats d'efficacité favorables dévient entre une étude financée par le fabricant et une étude aux autres financements? En d'autres termes, de combien penses-tu que les dés sont pipés? L'étude financée par le fabricant trouvera des résultats positifs à coup sûr. Ok, donc 2 fois plus de chances de trouver des résultats favorables? 4 fois plus de chances? Oh, 1000 fois plus de chances, disons. Non, juste 1,27 fois plus de chances. Donc si on compare 2 études sur le même produit, l'une financée par le fabricant et l'autre financée par d'autres moyens, on trouve que la première a 27% plus de chances de trouver des résultats disant que le produit est efficace. Juste 27%. Pas x2, pas x10. Oui, enfin, sérieusement, ça reste conséquent. Même si je m'attendais à ce qu'un tel conflit d'intérêts donne une déviation des résultats encore plus forte. La raison, c'est que le conflit d'intérêts d'une étude financée par l'industrie est bien plus subtil que tu ne le crois. Pour rappel, lorsque je dis qu'une étude est financée par une entreprise, cela ne veut pas dire que c'est l'entreprise qui l'a menée. Au contraire, cela veut dire que l'entreprise a fait une commande d'études indépendantes auprès d'une université ou un autre type de centre de recherche. Souviens-toi du chapitre optionnel où j'explique le modèle économique des principales universités américaines. Peux-tu me faire un petit rappel? Entendu.
D'abord, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il est normal qu'une entreprise qui est convaincue de l'efficacité de son produit veuille faire établir les faits sur son produit. D'autant plus que s'il s'agit d'un médicament ou dispositif médical, un essai clinique d'envergure doit obligatoirement être mené avant que l'autorité de régulation, telle que la FDA, Food and Drugs Administration aux USA, ou l'EMA, European Medicines Agency en Europe, ne l'autorise sur le marché. Le problème, c'est que si l'entreprise menait l'étude par elle-même, ses résultats risqueraient de ne pas être pris au sérieux, compte tenu de son conflit d'intérêts. Du coup, l'entreprise paye une université pour que cette dernière mène l'étude de façon indépendante. Malheureusement, l'entreprise peut être tentée de peser sur les chercheurs universitaires impliqués dans l'étude. En effet, l'entreprise souhaite qu'ils trouvent des résultats favorables, donc elle est tentée de peser sur eux pour qu'ils biaisent l'étude en faveur de son produit, ou encore pour les dissuader de publier les résultats si ces derniers sont défavorables. En théorie, les contrats de recherche signés entre une entreprise et l'université protègent l'indépendance des chercheurs universitaires impliqués dans l'étude. Mais dans les faits, l'entreprise a souvent les moyens de rendre la vie difficile aux chercheurs, notamment en les menaçant de rentrer en litige. Être accommodant avec l'entreprise cliente, cela rend la vie plus facile aux chercheurs universitaires. Et ce simple fait constitue à lui seul un conflit d'intérêts. Ceci étant dit, les chercheurs restent employés par l'université. Leur carrière progressera selon le nombre et l'impact des articles qu'ils publieront dans les journaux peer-reviewed, ainsi que d'autres indicateurs de performance. Mais le fait que le produit de l'entreprise ne soit pas aussi bon que cette dernière l'espérait, ça n'est pas leur problème. Oui, leur vie est plus simple s'ils ont une bonne relation avec l'entreprise cliente, mais non, ils ne vont pas falsifier leurs résultats de recherche juste pour lui faire plaisir. Et du coup, ce 27%, il ne résulte pas de falsification ? Une falsification est toujours imaginable, mais le conflit d'intérêts léger que je t'ai décrit est insuffisant pour motiver les chercheurs universitaires à prendre un tel risque. En effet, pour un chercheur, falsifier les résultats, c'est risquer de se retrouver blacklisté à vie des meilleurs journaux peer-reviewed. C'est donc risqué de mettre fin à sa carrière. Par contre, les chercheurs peuvent analyser le produit sous un angle plus favorable ou encore spéculer de façon excessivement positive sur la signification des résultats. Il s'agit là de manipulations plus facilement niables, au risque de sanctions de la part des journaux peer-reviewed plus faibles. A l'inverse, purement et simplement falsifier les résultats d'expérience, c'est s'exposer à des conséquences bien trop lourdes pour leur carrière. Ils ne vont pas prendre un tel risque juste pour s'accommoder avec un client problématique. Avant de te laisser partir, je veux pointer 3 aspects intéressants. Premier aspect, c'est que les 27% dont je parle, cela concerne les résultats d'efficacité du produit. Mais concernant les résultats de nocivité du produit, c'est-à-dire les effets indésirables, là, il est incertain que le fait qu'une étude soit financée par son fabricant ait le moindre impact. En effet, la revue systématique du professeur Lund n'a pas permis d'obtenir des résultats statistiquement significatifs sur cette question. Un autre aspect sur lequel je veux attirer ton attention, c'est que Lund et ses co-auteurs ont trouvé qu'une étude financée par l'entreprise fabriquant le produit avait 34% plus de chances d'écrire une conclusion favorable par rapport à une étude au financement indépendant. Mais tu ne m'as pas dit que les chances de trouver un résultat d'efficacité positif étaient supérieures de 27%? Et là, tu m'annonces un autre chiffre? Si, mais là, je te parle de la conclusion de l'étude, pas des résultats de l'expérience. Mais la conclusion est censée découler des résultats. On devrait aussi avoir 27% de déviation pour les conclusions, mais pas 34%. Exactement. Cela suggère que les auteurs des essais cliniques ont écrit une conclusion illégitimement positive et enthousiaste par rapport aux résultats obtenus. Les auteurs présentent donc les résultats tels quels, mais dans la conclusion, ils en font une interprétation excessivement positive. C'est ce que les anglophones appellent le spin, que je traduirai en français par une tournure de phrase illégitimement positive. Et c'est le rôle du peer reviewing de lutter contre ce genre de procédé rhétorique. La revue par des pairs va typiquement intercepter les spins les plus éhontés, mais comme le montre cette revue systématique, ce travail reste imparfait. Dernier aspect intéressant à propos de ces 27%, c'est qu'une faille majeure du système a en théorie été corrigée depuis 2005 par les journaux scientifiques, et cette correction est même devenue légalement obligatoire aux USA en 2008, puis en Union européenne en 2022. Cette faille a été exploitée pour biaiser les résultats d'essais cliniques. On en reparle dans le prochain chapitre, mais là où je veux en venir, c'est que, en théorie, depuis ce changement, le risque ne devrait plus être de 27%. Cela devrait être moins.
sauf si les entreprises ont entre-temps trouvé le moyen d'exploiter d'autres failles. Exactement. Le mécanisme que je te décris, c'est un mécanisme en continuelle amélioration, mais qui demeure constamment imparfait. Comment manipuler la science? Chapitre 2. Les causes du biais en faveur du sponsor d'un essai clinique. Comme vu précédemment, un essai clinique mené par une institution de recherche indépendante, par exemple universitaire, a 27% de chances de plus de trouver qu'un médicament ou dispositif médical est efficace si l'étude est financée par son fabricant plutôt que par d'autres sources. Il est cependant incertain que ce conflit d'intérêts ait le moindre impact sur les résultats concernant la nocivité du produit. Maintenant que les proportions sont établies, comment donc expliquer ces 27%? Petit disclaimer avant de commencer, mon but n'est pas de te donner une liste exhaustive. Je vais te donner juste quelques exemples qui méritent ton attention. Aussi, je ne vais citer que les moyens licites, ou du moins ceux qui l'étaient au moment où ils ont été employés. Et pourquoi parler seulement des moyens licites en matière de manipulation? Parce que je pense que les moyens illicites sont en fait rarement utilisés. J'ai lu un certain nombre d'articles de métasciences analysant des documents internes de l'industrie pharmaceutique, rendus publics à la suite de procès. Ma lecture de ces articles me mène à penser que les moyens illicites ne sont pas au cœur de la manipulation des résultats scientifiques. Pourquoi ? Parce que enfreindre explicitement la loi retire toute possibilité de nier avoir délibérément mis en danger des patients lorsque des effets indésirables graves sont finalement découverts. Si par exemple, lors d'un essai clinique, tu fais pression sur les chercheurs universitaires pour qu'ils falsifient leurs résultats concernant la nocivité du médicament, ces pressions laisseront inévitablement des traces. Et si un jour, des patients victimes des effets indésirables te font un procès, ces traces risquent d'être retrouvées. Et dans ce cas-là, ta fourberie sera apparente, et tu risques d'énormes amendes. Il faut avoir en tête qu'aux USA, le verdict de ce genre de procès est typiquement décidé par un jury citoyen. Face à ce qui s'apparentera, à leurs yeux, à une tentative d'escamotage, ils risquent de te considérer coupable sans exiger des preuves que ton médicament est vraiment la cause du préjudice. Pour une entreprise pharmaceutique, il est donc préférable d'utiliser des moyens licites pour biaiser les résultats, car de tels moyens procurent davantage la possibilité de nier avoir délibérément mis en danger des patients. Ok, maintenant que c'est clarifié, comment expliquer le fait que les essais cliniques financés par le fabricant ont 27% de chances supplémentaires de donner des résultats favorables? Alors l'une des raisons, c'est que le fabricant pouvait faire pression sur les chercheurs universitaires impliqués dans l'étude pour qu'ils s'abstiennent de publier un article si les résultats obtenus n'étaient pas favorables. C'est là ce qu'on appelle une forme de biais de publication. Je comprends l'entreprise. Elle n'a pas payé une étude universitaire pour que ses chercheurs publient des articles disant que leur produit n'est pas bon ou ne produit pas de résultats favorables. Oui, mais cette approche faussait la science. En ne publiant que les études donnant des résultats favorables, cela faussait les méta-analyses en faveur du produit. En effet, les méta-analyses font la synthèse statistique des études publiées sur un sujet. Si juste les études favorables sont publiées, la méta-analyse sera faussée. Est-ce que les entreprises utilisent toujours ce procédé? Non, car publier les résultats d'essais cliniques, c'est devenu une obligation légale. En effet, depuis 2008 aux USA et 2023 en Union européenne, la quasi-totalité des essais cliniques doivent être préenregistrés dans une base de données publique avant même d'être commencés. Une fois l'essai clinique terminé, la loi impose de publier les résultats dans cette base de données publique. Certes, la loi n'oblige pas à publier un article sur l'étude, mais l'auteur d'une méta-analyse peut maintenant croiser les études publiées sur le médicament avec les résultats non publiés dans un journal peer-reviewed, mais disponibles dans la base de données publique. La méta-analyse permet donc de corriger le biais de publication en combinant les résultats de tous les essais cliniques sur le même sujet, qu'ils aient donné lieu à une publication ou non. Je précise qu'avant ces changements légaux, les journaux médicaux réputés avaient la même exigence, et cela depuis 2005. En effet, pour qu'un article à propos d'un essai clinique puisse être considéré à la publication dans leur journal, il faut qu'il soit préenregistré dans une base de données publique. Cependant, le fait que ça soit devenu la loi devrait avoir amélioré l'observance de ces règles éditoriales. Parlons maintenant d'une autre combine qui elle aussi a été réglée par ce préenregistrement obligatoire des essais cliniques. Je parle là du changement a posteriori du critère principal de jugement. Je m'explique.
Pour évaluer si un traitement est efficace, il faut déterminer à l'avance le nombre de patients qui devront être impliqués dans l'essai clinique. Ce nombre doit être choisi de façon à obtenir des résultats statistiquement significatifs, c'est-à-dire un résultat favorable qu'on peut raisonnablement attribuer à autre chose qu'un coup de chance. Pour choisir le nombre de patients, les chercheurs doivent décider quel est l'effet du médicament qu'ils veulent évaluer en priorité. C'est ce qu'on appelle le critère de jugement principal. Les chercheurs peuvent aussi évaluer d'autres effets du médicament, et c'est ce qu'on appelle les critères de jugement secondaire. Mais vu que le nombre de patients a été choisi pour mesurer le critère principal, la mesure des critères secondaires est intrinsèquement moins fiable. Cependant, à l'époque, il n'était pas obligatoire de révéler à l'avance le critère principal, ni les critères secondaires, ni le nombre de patients à tester. L'astuce consistait donc à remplacer le critère de jugement principal par un nouveau, ou encore de l'intervertir avec un secondaire, si le premier ne donnait pas de résultats statistiquement significatifs. L'astuce a notamment été utilisée par l'entreprise Warner Lambert, rachetée en juin 2000 par Pfizer. Un procès clôturé en 2004 s'est en effet traduit par la publication de documents internes. Documents sur lesquels des chercheurs ont pu se baser pour publier un article de métascience dans le NEJM détaillant la combine. Alors le NEJM, c'est un journal de médecine. C'est le New England Journal of Medicine. Le procès s'est également traduit par une amende de 430 millions de dollars pour Pfizer, qui donc était le nouveau propriétaire de Warner Lambert et a hérité des casseroles. Parlons maintenant d'une autre technique qui cette fois-ci n'est pas encore complètement réglée, mais qui est en théorie filtrée par les journaux scientifiques. Donc je m'explique. Certains essais cliniques visent à tester l'efficacité d'un médicament par rapport à un autre, plutôt que de la tester par rapport à un placebo. Mais pour que cette comparaison soit vraiment éclairante, il faut que le traitement de comparaison, c'est-à-dire le traitement contre lequel le nouveau médicament est comparé, soit bien dosé. Pourtant, ça n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'a établi une revue systématique de 2003, publiée dans le BMJ. Alors le BMJ, c'est The British Medical Journal. Il s'agit d'un journal scientifique médical. Donc d'après cette revue systématique, il arrive que le dosage du médicament de comparaison ne soit pas adapté, ou que la façon de l'administrer ne soit pas optimale. Par exemple, administrer le médicament de comparaison par voie orale, alors que la façon optimale, c'est par voie intraveineuse. Tout cela, ça biaise les résultats en faveur du nouveau médicament. Et donc les résultats sont justes, mais pas à proprement parler éclairants. C'est comme toi et ta photo Tinder. Tu ne l'as pas photoshopé, mais tu as quand même choisi ton meilleur angle. En effet, la revue par des pairs, organisée par les journaux scientifiques, elle est censée filtrer ce genre de planification pas éclairante de l'essai clinique. Mais comme le montre cette revue systématique, la revue par des pairs est parfois insuffisante. Ce biais dans la planification de l'étude, il illustre la difficulté à déterminer la supériorité réelle d'un médicament par rapport à un autre, juste en lisant des essais cliniques. C'est là une raison de plus pour laquelle les vulgarisateurs et décideurs doivent se baser en priorité sur des revues systématiques et méta-analyses. En effet, détecter ce genre de biais, ça fait notamment partie du boulot de telles études. Mais du coup, j'ai trouvé la faille pour manipuler la science. Il suffit de biaiser les méta-analyses et autres revues de la littérature. Oui, et c'est pour ça que dans notre chapitre sur la vulgarisation, je t'ai recommandé de lire en priorité des revues de la littérature dépourvues de conflits d'intérêts. Comment manipuler la science, chapitre 3, les écrivains fantômes de l'industrie. Comme tu l'as vu précédemment, un programme de recherche financé par une entreprise, ça n'est pas la même chose qu'un programme de recherche effectué par l'entreprise. Concrètement, une entreprise aurait du mal à faire publier sa propre recherche dans un journal peer-reviewed réputé, compte tenu de son conflit d'intérêts. L'entreprise commande donc une étude auprès d'une université pour que des chercheurs universitaires investiguent son produit et publient les résultats. Il existe cependant de nombreux cas où l'entreprise ayant commandé l'étude tente de peser sur les chercheurs universitaires impliqués de façon à biaiser l'étude en sa faveur. Dans le chapitre précédent, je t'en ai donné quelques exemples. Même si ce genre de problème est bien réel, les universités savent tout de même souvent se prémunir contre des contrats de recherche cédant trop de contrôle à l'entreprise et risquant alors de compromettre l'intégrité de leur recherche.
Comment donc contourner ces garde-fous que les universités incluent dans leur contrat de recherche? Comment faire en sorte que des chercheurs universitaires publient en leur nom des études présentant sous un angle favorable le médicament de l'entreprise? Eh bien, certaines entreprises pharmaceutiques se sont posées cette question. Et leur solution a été de proposer à des chercheurs universitaires de prétendument leur prémâcher le travail. La publication de documents internes lors du procès de 2006 contre l'entreprise pharmaceutique Merck & Co. a permis de mettre en lumière cette pratique. Ces documents internes, produits entre 1996 et 2004, ont pu servir de base pour un article publié dans JAMA détaillant la combine. Alors JAMA, c'est un journal scientifique peer-reviewed, c'est le Journal of American Medicine Association. Je me suis également basé sur un article publié dans PLOS Medicine, un autre journal scientifique. Cette fois-ci, cet article analysait les documents internes publiés dans le cadre d'un litige légal avec une autre compagnie pharmaceutique. Ces documents ont été rendus publics à la demande de PLOS Medicine et du New York Times. Il s'agit d'un litige de 2009 concernant l'entreprise Wyeth, qui a été rachetée la même année par Pfizer. La combine consiste à déguiser en étude universitaire une étude en réalité menée par l'entreprise. La combine a deux déclinaisons. D'abord, guest authorship, ou en français, auteur invité. Cela consiste à inviter des chercheurs universitaires à participer de façon mineure à une étude avant tout conçue par des chercheurs employés de l'entreprise. Lors de la soumission de l'article qui en résulte à un journal scientifique, l'idée est de créditer le chercheur universitaire d'un rôle beaucoup plus important que ce qu'il a vraiment joué. Typiquement, l'étude a déjà été menée et les résultats ont déjà été collectés par l'entreprise. Et bien sûr, l'étude a été conçue pour présenter sous un angle favorable le médicament du fabricant. Le chercheur universitaire n'a plus qu'à analyser ces données favorables et écrire l'article. La deuxième déclinaison de cette combine, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting, ou écrivain fantôme en français. Là, le travail est encore plus prémâché. L'entreprise propose à des chercheurs universitaires des brouillons d'articles à soumettre à un journal peer-reviewed. Et cette fois-ci, le vrai auteur employé de l'entreprise pharmaceutique n'est même pas mentionné comme co-auteur. Et du coup, tu veux dire que c'est injuste, parce que le chercheur universitaire se voit attribuer des lauriers qu'il ne mérite pas? Non, ça, on s'en moque. Le problème, c'est qu'il est sous-entendu que l'étude a été menée sous la supervision d'un chercheur universitaire, avec le cachet d'indépendance et de sérieux scientifique que cela implique. Alors qu'en réalité, on ne lui a laissé jouer qu'un rôle mineur, et on ne lui a pas forcément révélé toutes les données. Et les journaux peer-reviewed autorisent cette pratique? Absolument pas. Les journaux médicaux réputés interdisent cela depuis 2001. À noter que les documents internes du litige contre Wyeth ont été produits entre 1996 et 2004. Il s'agit donc d'une période qui chevauche ce changement de règles des journaux en 2001. Et du coup, ces chercheurs universitaires, ils sont corrompus? Pas forcément. Ce que révèlent les documents internes publiés suite au litige, c'est que cela ressemble par moments plus à une tentative de duper les chercheurs universitaires qu'une incitation à la corruption. L'approche était de leur faire croire qu'on avait besoin de leur expertise pour analyser des données ou relire un brouillon, alors qu'en réalité, on avait juste besoin de leur nom. Les chercheurs universitaires n'ont pas été payés, ou alors juste des sommes dérisoires. Par exemple, pour l'écriture fantôme déguisée en demande de relecture, Merck & Co. a proposé entre 750 et 2500 $ aux chercheurs universitaires. Et certains ont décliné ce paiement. L'un rejette en disant « Je ne pense vraiment pas qu'il soit approprié d'être payé pour ce type d'effort ». Mais cette somme dérisoire, elle ressemble plus à un leurre qu'autre chose. L'idée est de donner l'apparence que l'entreprise souhaite payer l'universitaire pour son travail de relecture, car tout travail mérite salaire, alors qu'en réalité, aucun travail n'est attendu de sa part. On veut juste qu'il signe de son nom une étude sur laquelle il n'avait aucun contrôle. De plus, certains chercheurs universitaires se sont comportés de façon très professionnelle. Dans ces cas-là, l'entreprise n'a eu d'autre choix que de les laisser publier un texte profondément changé. Par exemple, une chercheuse universitaire a répondu, après avoir reçu le brouillon d'une revue de la littérature envoyée par un écrivain fantôme travaillant pour Wyeth, que ce brouillon contenait, je cite, « beaucoup d'erreurs factuelles et mésinformations ». Elle n'a pas accepté d'être créditée comme co-auteur avant que ces nombreux changements ne soient incorporés. Un autre chercheur universitaire ayant lui aussi réussi à imposer des changements significatifs a ensuite demandé à ce que l'écrivain fantôme soit crédité comme co-auteur de l'article.
Malheureusement, ce chercheur n'a pas été assez combatif dans son insistance. L'auteur fantôme n'a au final pas été nommé comme co-auteur. Dans d'autres cas, les chercheurs universitaires étaient en effet complices, mais pas parce qu'ils étaient payés. Ils étaient complices parce que c'était pour eux une façon facile et rapide de publier un nouvel article. Car le nombre d'articles publiés, c'est un critère qu'utilisent les universités pour évaluer la performance de leurs chercheurs. Donc pour un chercheur, se faire aider par les petites mains de l'industrie pharmaceutique et se voir attribuer un rôle plus important que celui qu'il a joué, ça lui permet de faire croire à l'université qu'il est plus productif qu'il ne l'est vraiment. Le fameux « publish or perish », publier ou périr. Exactement. Pour cette raison, certains chercheurs universitaires vont être complices et occulter au journal scientifique le rôle qu'a joué l'entreprise pharmaceutique. Est-ce que les chercheurs universitaires complices de ces deux combines, je veux dire écrivains fantômes et auteurs invités, ont toujours un contrat de recherche avec l'entreprise qui leur prémâche le travail? Pas toujours, non. J'ai par exemple lu que 11% des auteurs d'articles publiés en 1999 dans le journal Cochrane Reviews admettaient avoir eu recours à un écrivain fantôme. Pourtant, ce journal scientifique publie exclusivement des études sans financement de l'industrie, ni autre type de conflit d'intérêts. Cela suggère donc que ces 11% d'auteurs se sont fait prémâcher le travail, soit par un membre de l'université, comme un étudiant en doctorat ou un post-doc. En ce cas-là, ça serait certes injuste, mais ça ne porterait pas atteinte à l'indépendance de l'étude. Mais l'autre possibilité, c'est que ça soit un écrivain fantôme payé par une entreprise pharmaceutique, et là, bien sûr, ça serait un problème. Si certains de ces 11% d'auteurs tombent dans cette seconde possibilité, cela voudrait dire qu'une entreprise aurait réussi à influencer sur la publication d'un chercheur universitaire, sans même avoir eu à financer son programme de recherche, vu que le journal Cochrane Review refuse de publier des études commandées par l'industrie. Ces pratiques ont été mises en lumière dans les années 2000-2010. Et les universités et journaux scientifiques ont depuis déployé des garde-fous. Bien sûr, il y a tout à parier que les industriels sont à la recherche de nouvelles combines. Encore une fois, le mécanisme qui régit le monde de la recherche, c'est un mécanisme en continuelle amélioration et qui demeure constamment imparfait. Mais globalement, c'est un mécanisme fiable. Mini-série sur comment manipuler la science. Pas besoin de beaucoup d'argent pour museler la science. La chirurgie de fusion lombaire, c'est une intervention chirurgicale consistant à fusionner deux vertèbres, par exemple en les vissant l'une à l'autre. Au début des années 90, des chercheurs ont publié 3 études critiques de cette pratique chirurgicale. Ces études ont particulièrement déplu à une organisation professionnelle de praticiens pour qui cette intervention était le gagne-pain. Je parle là de la NASS, la North American Spine Society. La NASS s'est alors lancée dans une opération de dénigrement pour réduire au silence ses chercheurs et décourager toute émulation. Et comment s'y sont-ils pris? Ces études critiques avaient été financées par un organisme public américain, l'AHCPR, The Agency for Healthcare Policy Research. Comme la plupart des organismes fédéraux, cet organisme a son budget fixé chaque année par le Parlement américain. La NASS a donc mobilisé ses membres pour qu'ils écrivent à leurs députés et dénigrent ces études. Cette campagne épistolaire a été particulièrement efficace auprès de la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'équivalent américain de l'Assemblée nationale. Cette dernière a en effet complètement coupé le budget de l'organisme public en question pour l'année 1996. Heureusement, le Sénat a ensuite partiellement rattrapé les choses, mais le budget de cet organisme public en est néanmoins sorti très réduit. Et face à ces intimidations, cet organisme public a finalement décidé de mettre fin à son travail de recommandation prescriptive. Les recommandations prescriptives sont pourtant essentielles pour aider les médecins dans leurs décisions thérapeutiques. Par cet exemple, tu peux voir qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un gros porte-monnaie pour réduire au silence la science. Une simple campagne d'envoi de lettres aux députés, accompagnée d'un peu de lobbying, ont suffi à quasiment couper les fonds d'une agence publique finançant de la recherche indépendante. Et par la même occasion, à intimider cette agence pour qu'elle cesse ses recommandations prescriptives. Comme quoi le financement de la recherche par de l'argent public, c'est essentiel, mais ce n'est pas la panacée. Pour que la recherche ne soit pas à la merci de l'opinion publique et du lobbying, c'est en fait une bonne chose que des programmes de recherche soient également financés par de l'argent privé, histoire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tout à fait. Et après tout, même lorsque la recherche universitaire est financée par des entreprises ou organisations professionnelles ayant des intérêts en jeu, au moins la bataille se fait dans une arène scientifique.
à coup d'études scientifiques publiées dans des journaux peer-reviewed réputés, qui eux-mêmes imposent un certain nombre de critères de publication pour contrer le pouvoir de l'argent. Alors que le lobbying ou les campagnes de dénigrement auprès du public et des parlementaires, ça se fait dans une arène bien moins rigoureuse. L'arène des médias, des réseaux sociaux et de l'influence politique.